Alexander Sterling était un millionnaire discret et très respecté. Mais sa vie a basculé du jour au lendemain lorsque son fils unique, âgé de seulement 10 ans, a soudainement perdu l'usage de ses jambes. Aucun médecin ne parvenait à expliquer ce qui lui arrivait, et son état ne cessait d'empirer. Tout a changé le jour où un garçon modeste, fils de la femme de ménage, a fait une révélation bouleversante. « Ta petite amie empêche ton fils de marcher. » Ce que ce jeune garçon a ensuite dévoilé a laissé tout le monde sous le choc. Alexander arpentait les couloirs du Boston General Hospital pour la 5e fois ce mois-ci. Ses chaussures en cuir italien résonnaient sur le marbre brillant, tandis qu'il poussait le fauteuil roulant de son fils Noah, âgé de 10 ans. 3 mois plus tôt encore, Noah courait dans les vastes jardins de leur propriété familiale. Aujourd'hui, il ne parvenait plus à bouger les jambes. « Papa, pourquoi j'arrive plus à marcher ?» demanda Noah d'une voix faible, tournant la tête vers son père. Ses yeux bleus, si semblables à ceux de sa mère défunte, étaient cerclés d'un violet inquiétant. Alexander posa affectueusement la main sur l'épaule de son fils. « Les médecins vont finir par trouver, mon champion. Papa te promet que tout ira bien. » Mais Alexander n'y croyait plus vraiment. Il avait dépensé une fortune en examens, consulté les meilleurs spécialistes du pays, et personne ne parvenait à comprendre ce qui se passait. Noah avait toujours été un garçon en pleine santé, dynamique, excellent élève. Puis il avait commencé à se plaindre de douleurs aux jambes. Ensuite, la faiblesse s'était installée. En moins d'1 mois, il ne tenait plus debout. « Monsieur Sterling », dit la docteure Michelle Rodriguez en apparaissant au bout du couloir. C'était une pédiatre expérimentée, recommandée par le meilleur établissement privé de la ville. « J'aimerais m'entretenir avec vous en privé. » Alexander embrassa le front de Noah. « Je vais juste discuter un instant avec la docteure, mon trésor. L'infirmière Lucie va rester avec toi, d'accord ?» Noah hocha la tête, mais Alexander vit bien la peur dans ses yeux. Il suivit Michelle jusqu'à son bureau, où elle ferma la porte avec précaution. « Je peux vous appeler, Alexander ?» demanda-t-elle en s'asseyant derrière un bureau encombré de dossiers. Les résultats de Noah sont arrivés. Nous avons fait une IRM, un scanner, des analyses de sang complètes, des tests génétiques, une biopsie musculaire, absolument tout. Et alors, qu'est-ce que mon fils a ? Michel soupira. Justement, nous n'avons trouvé absolument rien. Aucun signe de tumeur, pas de maladie génétique, pas d'inflammation, pas de virus, pas de bactéries. D'un point de vue médical, Noah est parfaitement sain. Alexander fronça les sourcils. Mais enfin, il est en fauteuil roulant ? Je sais, c'est précisément ce qui m'inquiète, répondit-elle en se levant pour regarder par la fenêtre. Lorsqu'aucune cause médicale évidente ne justifie des symptômes neurologiques graves, il faut envisager d'autres pistes. Quel genre de pistes ? Des facteurs extérieurs. Changement dans l'environnement de l'enfant, traumatismes psychologiques importants, ou encore… Elle hésita. Ou quoi ? Dites-le. Une intoxication. Certaines substances chimiques, administrées régulièrement à faible dose, peuvent provoquer exactement les symptômes que présente Noah. Alexander sentit son estomac se nouer. « Vous insinuez que quelqu'un empoisonne mon fils ? Je ne fais qu'envisager toutes les hypothèses. Qui s'occupe de Noah au quotidien ? Qui prépare ses repas ? Qui lui donne ses médicaments ? » Alexander réfléchit. « Moi, bien sûr. Notre employée de maison, Denise, qui travaille chez nous depuis 5 ans. Son fils, Jordan, joue parfois avec Noah. Et Cassandra, ma compagne. Depuis combien de temps Cassandra est-elle dans votre vie ? 1 an et demi. Elle est arrivée à une période très difficile. Je croulais sous le travail. Je n'avais pas encore fait le deuil de la mère de Noah. Cassandra a été comme un ange tombé du ciel. Michel prit quelques notes. Et elle s'occupe de Noah depuis qu'il est tombé malade ? Oui, elle est formidable. Elle prépare ses repas, lui donne ses médicaments,
reste à ses côtés quand il fait des cauchemars, je ne sais pas ce que je ferais sans elle. » De retour dans leur maison cossue de Beacon Hill, Alexander observait Cassandra en train de préparer le dîner de Noah. Elle était magnifique, toujours parfaitement coiffée, élégamment habillée. Sa voix douce apaisait n'importe quelle tension. Elle était entrée dans sa vie au moment où il en avait le plus besoin. « Alors, comment ça s'est passé à l'hôpital, mon amour ?» demanda Cassandra, remuant une soupe dans une petite casserole. « Les médecins ont découvert quelque chose. »« Toujours rien ?» répondit Alexander, la regardant avec une attention nouvelle, troublé par sa récente conversation avec Michel. « C'est dommage, mais ne t'inquiète pas, chérie. Je vais continuer à m'occuper de lui comme s'il était mon propre fils. Ce petit garçon compte plus que tout pour moi. » À ce moment-là, Jordan entra dans la cuisine. Fils de Denise, il vivait avec elle dans la dépendance au fond du jardin. Un garçon de 13 ans, curieux, malin, très proche de Noah. « Monsieur Alexander ?» demanda Jordan, visiblement tendu. « Je peux vous parler? C'est important ?»« Bien sûr. Que se passe-t-il » Jordan jeta un coup d'œil inquiet vers Cassandra, qui faisait semblant d'être absorbée par sa soupe. « C'est au sujet de Noah, monsieur. J'ai remarqué des choquets étranges. » Le cœur d'Alexander s'accéléra. Quel genre de choc? Madame Cassandra met toujours quelque chose dans l'assiette de Noah quand elle pense que personne ne regarde. Et elle cache de petits flacons dans sa chambre. Ma maman m'a appris à ne pas fouiller dans les affaires des autres. Mais je m'inquiète pour Noah. Cassandra éclata de rire, un peu trop fort. Quelle imagination tu as, Jordan? Ce sont simplement des vitamines que le médecin a prescrites. C'est important que Noah prenne bien ses traitements, tu sais. Mais Alexander remarqua qu'elle avait détourné les yeux. Et il vit aussi Noah, qui jusque-là jouait dans le salon, se figer à l'écoute de la conversation. Jordan a raison de se soucier de Noah, dit Alexander calmement. Nous voulons tous qu'il aille mieux, n'est-ce pas? Ce soir-là, après le dîner, Alexander attendit que tout le monde soit endormi. Il entra discrètement dans le dressing de Cassandra et fouilla méthodiquement. Derrière des boîtes de chaussures de luxe, il découvrit une petite boîte en bois, dissimulée sous des pulls. À l'intérieur, plusieurs petits flacons en verre foncé. Alexander en prit un et lut l'étiquette à la lumière faible de la lune. L'écriture était minuscule, mais il réussit à déchiffrer « kétamine, usage exclusivement vétérinaire, destiné à la sédation des grands animaux. Attention, peut provoquer faiblesse musculaire, troubles moteurs et problèmes neurologiques en cas de mauvaise utilisation. Tenir hors de portée des enfants. » Ses mains tremblaient. Jordan avait dit la vérité. Cassandra empoisonnait Noah lentement, méthodiquement. Mais pourquoi? Et depuis combien de temps? Il remit tout en place, exactement comme il l'avait trouvé, puis rejoignit sa chambre. Cassandra dormait paisiblement, le visage angélique. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment n'avait-il pas vu que la femme qui prétendait aimer son fils était en train de le détruire? Le lendemain matin, Alexander appela Michel avant même de prendre son café. « Docteur, j'ai trouvé des médicaments suspects à la maison. J'ai besoin de vous les montrer. Et il faut refaire des examens à Noah, au plus vite. »« Apportez-moi ces produits immédiatement, » dit-elle, visiblement inquiète. « Et Alexander, à partir de maintenant, plus personne ne doit nourrir ou soigner Noah sans votre supervision. D'accord ?» Alors qu'il s'habillait pour sortir, Alexander entendit Cassandra parler au téléphone dans le jardin. Elle marchait nerveusement, parlant à voix basse. Il ne comprit que quelques mots, mais suffisants. « Doc est plus forte. Ça prend plus de temps que prévu. » Il commence à se douter de quelque chose. Un frisson le parcourut. La femme à qui il avait confié sa vie, celle qui dormait chaque nuit à ses côtés, qui embrassait Noah sur le front, en lui souhaitant bonne nuit, était en train de briser leur famille, et elle n'agissait peut-être pas seule. Les jours qui suivirent furent un véritable supplice psychologique pour Alexander. Il devait faire semblant que tout allait bien, mais chaque seconde passée en compagnie de Cassandra lui donnait l'impression de marcher sur du verre brisé.
Elle continuait à s'occuper de Noah avec la même attention apparente, mais désormais, Alexander voyait du poison dans chacun de ses gestes affectueux. « Mon cœur, tu es très tendu ces derniers temps », fit remarquer Cassandra un matin, tout en préparant le porridge spécial qu'elle faisait chaque jour pour Noah. « Tu devrais prendre des vacances, te vider un peu la tête. »« C'est l'état de Noah qui me rend ainsi, » répondit Alexander avec un sourire forcé, observant attentivement les gestes de Cassandra alors qu'elle ajoutait du miel et des fruits. « Voir mon fils comme ça, c'est insupportable. Je comprends parfaitement, mon amour, mais tu dois me faire confiance. Laisse-moi gérer tout ce qui concerne Noah. Je sais exactement ce qu'il lui faut pour aller mieux. » Ces mots résonnèrent dans son esprit comme une menace à peine voilée. Dès que Cassandra quitta la cuisine, Alexander jeta le porridge à la poubelle et le remplaça par des céréales qu'il prépara lui-même. « Pourquoi t'as jeté mon petit déjeuner, papa ?» demanda Noah quand son père lui apporta les céréales. « Je me suis dit que tu aimerais changer un peu. Tu n'en as pas marre du porridge tous les jours ?» Noah hocha doucement la tête. « Des fois, le porridge de Cassandra a un goût bizarre. Mais elle devient triste si je le mange pas. » Le sang d'Alexander se glaça. Noah percevait le goût des produits vétérinaires. « À partir d'aujourd'hui, c'est papa qui va faire tes repas. D'accord, mon champion ?» Ce même après-midi, pendant que Cassandra était au salon de coiffure, Alexander appela Daniel Ruiz. Ancien chef de la sécurité de son entreprise, Daniel avait fondé sa propre agence d'enquête et de protection privée. C'était l'une des rares personnes en qui Alexander avait une confiance absolue. Ils se retrouvèrent dans un café discret du centre-ville. « Daniel, j'ai besoin de ton aide pour une affaire extrêmement sensible et urgente, » déclara Alexander. « Je t'écoute, tu sais que tu peux compter sur moi. » Alexander inspira profondément. « Je crois que Cassandra empoisonne Noah. J'ai déjà quelques éléments, mais il me faut des preuves solides avant d'impliquer la police. » Daniel resta impassible. Il avait vu trop de choqués pour être surpris. « Que veux-tu que je fasse ?»« Je veux des caméras cachées dans la cuisine, la salle à manger, la chambre de Noah et celle de Cassandra. Je veux aussi que tous les téléphones de la maison soient enregistrés, y compris ses portables si possible. Je peux installer tout ça demain matin, pendant qu'elle est absente. Mais Alexander, si tu as raison, toi et ton fils êtes peut-être en réel danger. Je peux déployer une équipe de surveillance discrète autour de la maison. Pas encore. Si elle se doute de quoi que ce soit, elle pourrait précipiter ses plans ou fuir. Je dois comprendre exactement à quoi je fais face. » En moins de 24 heures, tout le matériel était en place. Alexander commença à visionner les enregistrements depuis son bureau, prétextant à Cassandra une surcharge de travail. Ce qu'il découvrit dépassait ses pires craintes. Cassandra vérifiait toujours qu'elle était seule avant d'ouvrir un petit flacon et d'en verser quelques gouttes dans tout ce que Noah consommait. Elle agissait avec une précision froide, comme quelqu'un ayant répété le geste des centaines de fois. Ensuite, elle dissimulait le flacon à divers endroits, parfois dans la cuisine, parfois dans sa chambre, parfois même dans le garage. Mais le plus effrayant, ce furent les conversations téléphoniques enregistrées. Cassandra parlait régulièrement à un certain Marcus de calendrier de dosage et progrès du traitement. Une discussion en particulier glaça le sang d'Alexander. « Marcus, le gosse réagit plus lentement que prévu, » disait Cassandra. « Il faudra peut-être augmenter la dose. » « Ne sois pas impatiente, Cassandra. Le processus doit sembler naturel. Mais si le père commence à se méfier, il est peut-être temps d'accélérer un peu. Il a engagé des médecins privés. Ils font trop d'analyses. Alors règle ça. Tu sais ce qu'il faut faire si ça dégénère. » Alexander comprit qu'il devait agir vite. Il demanda à Daniel de creuser le passé de Cassandra. 3 jours plus tard, Daniel entra dans le bureau d'Alexander avec un dossier épais rempli de documents, photos et coupures de presse. « Alexander, cette femme est bien plus dangereuse qu'on le pensait. »« Que veux-tu dire ?»« Cassandra Miranda Santos
n'est même pas son vrai nom. Elle s'appelle Elena Volkov. Elle est russe et vit illégalement aux États-Unis depuis 6 ans. Ces 5 dernières années, elle a eu des relations avec au moins 4 hommes très riches. Tous veufs. Tous avec de jeunes enfants. Alexander feuilleta le dossier avec des mains tremblantes. La première photo montrait Cassandra, ou plutôt Elena, aux côtés d'un homme d'âge moyen à Miami. La légende disait « L'homme d'affaires Roberto Mendes pleure la mort soudaine de son fils unique de 8 ans. » Roberto Mendes. Il possédait une chaîne d'hôtels à Miami, expliqua Daniel. Son fils est mort brusquement d'une maladie neurologique non identifiée. 6 mois après, Cassandra a disparu avec plus de 2 millions de dollars depuis un compte commun. Alexander tourna la page et vit une autre photo. Cassandra, rayonnante, auprès d'un homme plus âgé à New York. Et lui? James Richardson, magnate de l'immobilier. Son fils de 9 ans est devenu paralysé, sans explication. Richardson est mort dans un accident de voiture 2 ans plus tard. Cassandra a hérité d'une grande partie de sa fortune comme partenaire survivante. Les pages suivantes présentaient d'autres cas similaires. À chaque photo, chaque article, Alexander sentait une nausée croissante. Combien d'enfants cette femme a-t-elle blessés? D'après ceux qu'on a pu retracer, au moins 6 enfants sont morts ou sont restés handicapés. Et il y a autre chose que tu dois savoir. Quoi encore? Daniel sortit une photo d'un homme d'environ 50 ans, au visage banal et aux yeux d'une froideur inquiétante. Voici Marcus Volkov, le frère d'Elena. C'est lui le cerveau. C'est lui qui recrute les femmes, les forme, fournit les substances et orchestre les opérations. Ce n'est pas un duo isolé. Il y a un réseau international derrière tout ça. Alexander sentit un frisson glacé le traverser. Un réseau d'assassins d'enfants? Pas exactement. Ils sont plus subtils. Ils ne tuent presque jamais les enfants directement. Ils les affaiblissent, les rendent malades, pour manipuler les émotions des pères, infiltrer leur vie, puis s'approprier leurs richesses. Une fois l'argent acquis, ils disparaissent ou provoquent des accidents. Cette nuit-là, Alexander ne parvint pas à fermer l'œil. Il observait Cassandra dormir à ses côtés, se demandant combien de pères avant lui avaient vécu ce cauchemar, combien de familles avaient été brisées par cette organisation insidieuse. Le matin, Alexander reçut un appel de Michel. « Alexander, j'ai analysé les médicaments que vous m'avez apportés. Ce sont des substances vétérinaires extrêmement puissantes, utilisées pour sédater de grands animaux. Administrées à petite dosée de façon régulière, elles provoquent exactement les symptômes neurologiques que présente Noah. Il y a un traitement? Mon fils pourra s'en remettre complètement? Oui, mais ce sera un processus long. Plus l'exposition aux toxines a duré, plus la récupération sera difficile. Il faut arrêter immédiatement l'intoxication et commencer un protocole de détoxification. » Alexander raccrocha et réalisa que Cassandra se tenait dans l'encadrement de la porte du bureau, le fixant avec une expression qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. « Tu parlais à qui, mon chéri ?» demanda-t-elle, mais sa voix sonnait étrange, plus froide, presque tranchante. « Juste des affaires, » répondit Alexander, tentant de garder une voix posée. Cassandra s'approcha lentement et posa délicatement ses mains sur le visage d'Alexander. « Tu sais que tu peux me faire confiance pour n'importe quoi, hein? Je ferai absolument tout pour toi et pour Noah. Absolument tout. » Alexander esquissa un sourire forcé, mais en lui-même, il élaborait fébrilement un plan. Il devait sauver Noah avant que Cassandra ne découvre qu'il avait compris toute la vérité. Alexander savait que le temps lui était compté. Les conversations interceptées entre Cassandra et Marcus montraient qu'ils perdaient patience face à la lenteur du processus et Noah paraissait chaque jour plus faible. Il était temps d'agir. « J'ai un déplacement important à Chicago demain », annonça Alexander au dîner. «
Plusieurs réunions avec des investisseurs que je ne peux pas reporter. Cassandra releva la tête, visiblement intéressée. « Quel dommage, mon amour. Tu vas être absent combien de temps ? » « Au moins 3 jours, peut-être 4 si les négociations s'éternisent. » Un sourire à peine perceptible traversa le visage de Cassandra. « Ne t'inquiète pas pour la maison. J'aurai tout le temps de m'occuper de Noah. Peut-être même que je réussirai à le faire aller un peu mieux. » Jordan, qui aidait sa mère Denise à débarrasser la table, lança un regard furtif à Alexander. Depuis qu'il avait révélé ses soupçons sur Cassandra, le garçon était devenu un allié silencieux. « Papa, tu vas beaucoup me manquer, » dit Noah en jouant distraitement avec sa nourriture. « Moi aussi, champion. Mais à mon retour, on fera quelque chose de spécial, tous les deux, d'accord ?» Cette nuit-là, Alexander retrouva secrètement Daniel et Michel dans un petit hôtel discret du centre de Boston. Ils avaient mis au point un plan minutieux qui devait fonctionner parfaitement, sans quoi la vie de Noah serait en danger. « Je vais faire semblant de partir en voyage. Mais en réalité, je vais me cacher dans l'abri des équipements de la piscine, » expliqua Alexander en dépliant un plan détaillé de la propriété. De là, je pourrais observer la maison principale et suivre tout ce qui se passe via les caméras, sans être repéré. Michel acquiesça. J'arriverai vers 10 heures du matin, en prétendant devoir faire quelques examens de routine à Noah. Cela me permettra de rester sur place et de garder Cassandra à l'œil. Daniel ouvrit un plan tactique. J'ai 6 hommes positionnés tout autour de la propriété. 2 à l'entrée principale, 2 à l'arrière et 2 sur les côtés. On a aussi installé des caméras supplémentaires cette nuit, dans des angles qu'elle ne connaît pas. Si Cassandra tente quoi que ce soit, on la prendra la main dans le sac. « Et si elle sent qu'on est sur sa trace ?» demanda Alexander nerveux. « C'est pour ça que Michel devra jouer la comédie à la perfection. Cassandra ne doit avoir aucun doute. Le moindre soupçon, et elle pourrait agir dans la panique. » Le lendemain matin, Alexander exécuta soigneusement sa mise en scène. Il plaça les valissés dans le coffre de sa Mercedes, vérifia les faux documents et les billets que Daniel avait préparés et embrassa longuement Noah. Il embrassa ensuite Cassandra sur la joue, la regardant droit dans les yeux. « Prends bien soin de mon fils. Toujours, mon amour. Tu peux partir l'esprit tranquille. » Alexander conduisit ostensiblement jusqu'à l'aéroport Logan, puis revint discrètement par une route secondaire qui contournait sa propriété. Il gara sa voiture dans une zone isolée et entra par l'arrière pour se réfugier dans l'abri de la piscine. De là, il avait une vue directe sur la maison principale et pouvait tout suivre grâce à une tablette configurée par Daniel, reliée aux caméras de surveillance. 2 heures plus tard, il vit la voiture de Michel entrer sur le domaine. Cassandra ouvrit la porte avec ce sourire qu'Alexander reconnaissait maintenant comme parfaitement faux. « Docteur Michel, quelle agréable surprise! Alexander ne m'avait pas dit que vous veniez aujourd'hui. »« C'était une décision de dernière minute, » répondit Michel avec naturel. « Comment Noah réagit-il au nouveau traitement que je lui ai prescrit ?» Alexander vit la tension dans la posture de Cassandra, malgré ses efforts pour rester détendu. Il est encore plus faible, à vrai dire. Certains jours, il ne peut même pas sortir du lit. Michel entra dans la maison et Alexander suivit toute la scène à travers les caméras intérieures. Elle examina Noah dans sa chambre avec attention, lui posant des questions sur son sommeil, son appétit, son énergie. « Noah, raconte-moi un peu comment tu te sens ces derniers jours » demanda-t-elle doucement, en s'asseyant au bord du lit. « Très fatigué, docteur. Et parfois la nourriture a un goût bizarre qui me donne mal à la tête. » Michel lança un regard discret vers l'une des caméras. « Quel genre de nourriture ?»« Cassandra fait toujours des soupes et des jus spéciaux pour me rendre plus fort. Mais ça a souvent un goût de médicament. Je peux voir où elle prépare tout ça. » Cassandra, restée dans l'embrasure de la porte, hésita visiblement. « Bien sûr, docteur. Suivez-moi à la cuisine. » Alexander, tendu, observait chaque détail pendant que Michel inspectait les lieux, posant des questions sur les ingrédients et les méthodes de préparation.
Cassandra répondait à tout, mais Alexander voyait qu'elle perdait peu à peu son sang-froid. « Et ce tiroir, là ?» demanda Michel, en désignant un meuble que, selon Alexander, contenait certains des flacons suspects. « Juste des épices spéciales que j'utilise pour les recettes de Noah », répondit Cassandra aussitôt. « Rien d'extraordinaire. » Michel passa tout l'après-midi dans la maison, tenant compagnie à Noah et observant Cassandra avec une vigilance discrète. Vers 17 heures, elle annonça « Je pense que Noah a besoin de repos maintenant. Je vais lui préparer une petite collation avant de partir. »« Ce n'est pas la peine, docteur. Je m'en occupe toujours. »« Je vous assure, ça me fait plaisir de m'occuper de ce petit garçon si spécial. » Alexander vit clairement l'agitation de Cassandra. Elle n'aimait pas que Michel prenne le contrôle de la nourriture de Noah, mais elle ne pouvait pas trop protester sans paraître suspecte. Michel prépara une simple soupe de légumes pendant que Cassandra la surveillait du coin de l'œil, comme un faucon en chasse. Mais, au moment où Michel sortit brièvement pour aller chercher quelque chose dans sa voiture, Cassandra passa à l'action. Exactement comme prévu. Alexander suivait la scène en direct depuis sa tablette, enregistrant tout. Il vit Cassandra ouvrir rapidement le tiroir secret, prendre un petit flacon de liquide transparent et verser plusieurs gouttes dans la soupe que Michel venait de préparer. Puis, avec un calme glacial, elle rangea le flacon et reprit son attitude habituelle, comme si de rien n'était. Alexander parla dans la radio discrète. « C'est maintenant, Daniel. Elle vient d'empoisonner la nourriture. » En moins de 2 minutes, Daniel et ses hommes passèrent à la porte d'entrée, pendant qu'Alexander surgissait par l'arrière de la maison. Cassandra, une cuillère de soupe en main, s'apprêtait à nourrir Noah lorsque soudain, elle se retrouva encerclée. « Que se passe-t-il ici ?» hurla-t-elle, laissant tomber le bol qui se brisa au sol. « Alexander, tu n'étais pas à Chicago ?»« J'ai tout vu, Cassandra. Ou devrais-je dire, Elena Volkov. » Alexander la fixa droit dans les yeux. « Les caméras t'ont filmé en train de mettre des substances vétérinaires dans la nourriture de mon fils. » Le visage de Cassandra devint livide. « Vous êtes complètement fou. Jamais je ne ferai de mal à Noah. » Michel s'accroupit et ramassa les éclats de porcelaine avec une spatule. « Cette soupe sera analysée comme preuve. Et nous avons des semaines d'enregistrement montrant que tu administres des substances toxiques à un enfant. » Daniel sortit un dossier et lui montra quelques photos. « On sait tout sur Roberto Mendez à Miami, James Richardson à New York et tous les autres. On connaît ton frère Marcus et toute votre organisation. » Cassandra tenta de s'élancer vers la porte, mais 2 hommes l'attrapèrent aussitôt. En réalisant qu'elle était totalement prise au piège, son masque tomba. Le sourire doux disparut, remplacé par un regard glacial. Pour la première fois, Alexander vit qui elle était réellement. « Vous vous croyez malin, hein ?» lança-t-elle d'une voix glacée, qu'il ne lui connaissait pas. « Vous croyez avoir tout compris, mais vous n'avez aucune idée. » La police arriva à cet instant, mais avant qu'il ne puisse la menotter, Cassandra éclata d'un rire amer. « Je ne suis qu'un pion dans ce jeu, Alexander. Il y a des gens bien plus puissants et bien plus dangereux derrière tout ça. Des gens qui n'apprécieront pas du tout que leur plan soit ruiné par un petit homme d'affaires qui se prend pour un détective. » Daniel la menotta lui-même. « De qui parles-tu » Cassandra fixa Alexander avec une haine pure dans les yeux. « À vous de le découvrir. Mais écoutez bien, sauver Noah n'était que le début de vos ennuis. Cette organisation a des tentacules dans des endroits que vous ne soupçonnez même pas. » 3 semaines après l'arrestation d'Elena Volkov, Alexander se trouvait au centre de rééducation pédiatrique de Boston, observant Noah faire ses exercices de physiothérapie. Le garçon parvenait déjà à bouger les pieds et travaillait dur pour renforcer les muscles de ses jambes. « Papa, regarde !» s'exclama Noah avec enthousiasme, réussissant à plier son genou droit sans assistance. « La kiné a dit que je progresse super vite. »
Tu es un vrai champion, mon fils, répondit Alexander, les yeux embués de larmes de soulagement. Bientôt, tu courras à nouveau dans le jardin. Michel s'approcha, un sourire sincère aux lèvres. Noah répond au traitement de détoxification encore mieux que prévu. Son organisme élimine les toxines plus rapidement que dans la plupart des cas que j'ai vus. Et combien de temps avant qu'il ne soit complètement rétabli ? Demanda Alexander. Si ça continue comme ça, il pourra marcher normalement dans 2 mois. Et dans 4, il pourrait même refaire du sport. Alexander ressentait une gratitude immense. Mais les menaces d'Elena au sujet d'une organisation bien plus vaste hantaient encore ses pensées. C'est alors que Daniel apparut à la porte de la salle de kiné, l'air grave. « Alexander, il faut que je te parle d'urgence », dit-il d'une voix tendue. Ils sortirent dans le couloir. « Les enquêtes de la police révèlent des chocs et encore plus inquiétantes qu'on ne l'imaginait », commença Daniel. « Le réseau criminel d'Elena et Marcus est bien plus vaste et organisé que prévu. Qu'est-ce que vous avez découvert ?» Daniel sortit un dossier rempli de documents. Interpol enquête sur des cas similaires dans au moins 15 pays. Il s'agit d'un réseau international de femmes entraînées à s'infiltrer dans des familles riches et à cibler les héritiers. L'opération est connue sous le nom de Projet Héritier. Alexander frissonna. Combien de familles ont été touchées ? Rien qu'au cours des 10 dernières années, on a recensé plus de 80 cas confirmés. Des enfants morts, rendus invalides, ou simplement disparus. Des familles ruinées, dévastées. Et les responsables ? Daniel tourna quelques pages. Marcus Volkov n'est qu'un coordinateur régional. Il y en a au moins 5 autres, chacun opérant sur un continent différent. Et au-dessus d'eux, il y aurait une figure centrale. Quelqu'un qu'ils appellent l'architecte. Personne ne sait qui c'est. À ce moment-là, le téléphone d'Alexander se mit à vibrer. Numéro inconnu. « Allô ? Monsieur Sterling. » La voix était grave, posée, avec un accent européen marqué. « Je m'appelle Victor. Je pense que vous avez entendu parler de notre organisation. » Alexander fit signe à Daniel, qui lança immédiatement un traçage de l'appel. « Qu'est-ce que vous voulez ? Tout d'abord, vous féliciter. Démanteler notre opération à Boston était impressionnant. Vous avez su démasquer Elena avec brio. Vous êtes un monstre. Combien d'enfants innocents avez-vous détruits ? » Victor laissa échapper un petit rire glacial. « Ce n'est qu'un business, monsieur Sterling. Rien de personnel. Les familles riches ont toujours été des cibles naturelles. Pourquoi m'appeler ? Parce que je souhaite vous faire une proposition. Elena était compétente, mais elle a commis des erreurs. Vous pouvez considérer son arrestation comme un service que nous vous avons rendu. » Alexander bouillonnait de rage. « Quel genre de proposition ? Rejoignez-nous, un homme avec vos ressources, votre intelligence, serait un atout précieux. Nous pouvons vous offrir une protection totale, pour vous et Noah, et un pourcentage très intéressant sur nos opérations. Vous êtes complètement fou si vous pensez que je ferai affaire avec des criminels comme vous. Réfléchissez bien, Alexander. Nous avons des alliés partout, médecins, avocats, juges, policiers. Si vous devenez une menace, il n'y aura nulle part au monde où vous et votre fils serez en sécurité. » Alexander sentit le sang se glacer dans ses veines. « Est-ce une menace ? Disons, une opportunité. Mais si vous préférez y voir un avertissement, libre à vous. Méfiez-vous de ceux qui vous entourent. Tout le monde n'est pas ce qu'il semble être. » La ligne fut coupée avant que Daniel ne puisse finaliser le traçage. « Tu as pu localiser l'appel ? Ça venait d'un satellite européen, mais redirigé à plusieurs reprises. Impossible de remonter à la source réelle. » Alexander retourna dans la salle de kinésithérapie. Noah continuait ses exercices avec Jordan à ses côtés. Ce dernier le faisait rire avec des blagues pendant qu'il l'aidait à soulever les jambes. « Jordan a été incroyablement courageux, » dit Michel. « Sans lui, on aurait peut-être découvert la vérité trop tard. »
Alexander regarda Jordan avec une immense reconnaissance. Ce garçon de 13 ans avait littéralement sauvé la vie de son fils. « Jordan, je veux que toi et ta mère veniez vivre dans la maison principale. Ce n'est plus sûr de rester dans le pavillon des employés. »« Vraiment, monsieur Alexander ?» s'écria Jordan. « Ça va être comme avoir un frère. » Noah sourit lui aussi, son premier vrai sourire depuis des mois. « Dès que je marcherai mieux, on jouera au foot dans le jardin. » Denise, la mère de Jordan, apparut à la porte avec un bouquet de fleurs fraîches. « Monsieur Alexander, la police est passée ce matin. Ils vont laisser des agents en civil surveiller la propriété. »« C'est temporaire, » expliqua Alexander. « Le temps qu'on soit sûr qu'il n'y a plus de menaces. » Les semaines suivantes, l'affaire devint un sujet national. Les émissions de télévision, les journaux et les magazines évoquaient ce réseau international visant les enfants de familles riches. D'autres victimes commencèrent à témoigner, racontant des histoires similaires classées à l'époque comme « maladies mystérieuses » ou « accidents inexpliqués ». La pression médiatique mena à la création d'une task force internationale chargée de démanteler le projet héritier. Elena fut condamnée à la perpétuité, mais elle refusa de donner le moindre nom concernant les niveaux supérieurs de l'organisation. Noah poursuivait sa rééducation à une vitesse remarquable. Au bout de 6 semaines, il parvenait à se tenir debout seul. Au bout de 8, il faisait quelques pas avec assistance. Les médecins parlaient de l'un des cas de rétablissement les plus rapides qu'ils aient jamais vus. Un matin, alors qu'Alexander prenait son café, Daniel l'appela avec des nouvelles importantes. « On a fait une grosse avancée. Markus Volkov a été capturé hier à l'aéroport de Zurich. Il tentait de fuir avec de faux papiers et plus de 5 millions de dollars en diamants. » Alexander sentit une vague de soulagement mêlée d'angoisse. « Et Victor? Ces menaces ?» Grâce à l'arrestation de Markus, la police a pu accéder à des serveurs sécurisés de l'organisation. Au moins 12 autres femmes ont été identifiées comme agents actifs dans divers pays. Toutes ont été arrêtées dans les dernières 48 heures. Alors, ça veut dire que tout est terminé? Daniel hésita. Le réseau a subi un coup dur, oui, mais les enquêtes montrent que les niveaux les plus élevés de l'organisation sont toujours intacts. Le fameux architecte n'a pas encore été identifié. Ce soir-là, une fois tout le monde endormi, Alexander resta seul dans son bureau, songeur. Il savait que le danger n'était pas complètement écarté. L'organisation était toujours en activité, et Victor avait été clair. Le projet héritier n'était peut-être pas encore détruit, mais Alexander Sterling allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour qu'il ne s'approche plus jamais de son fils. Et s'il le fallait, il était prêt à consacrer le reste de sa vie à combattre cette organisation qui s'en prenait à ceux qu'il y a de plus purs et précieux au monde, les enfants innocents. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Qu'auriez-vous fait à la place d'Alexander? Auriez-vous deviné plus tôt que quelque chose n'allait pas? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a tenu en haleine du début à la fin, laissez un like et n'oubliez pas de la partager avec quelqu'un qui aime les récits à rebondissements. Cela nous aide énormément à continuer à vous proposer des histoires aussi fortes, touchantes et parfois incroyables. Merci pour votre soutien.